D'accord, il faut être réaliste. Nous entamons à présent le deuxième sujet qui est la subvention du Hajj à hauteur de 800 millions de francs CFA. Alors justement, c'est une transition comme ça que nous faisons de la vie chère à la subvention du Hajj. D'aucuns trouvent que avec cette condition, actuellement ce que le pays traverse, c'est pas possible que le gouvernement puisse subventionner le Hajj à cette hauteur-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes observateur de la scène politique? Bon, vous savez, quand un État est laïque, ça donne libre cours à beaucoup de choses. Quand un pèlerin va, quand on va au Hajj, c'est pour devenir meilleur. Et dans certains villages, le El Hajj est une personnalité morale, est une personne de ressources, est un leader d'opinion. Donc le Hajj contribue à la valorisation de notre capital humain. Parce que, et ensuite, je vais aussi ajouter que dès qu'il devient meilleur, il est civique, il participe à la construction d'une société de paix, de cohésion sociale. Il faut voir les effets à court et moyen et long terme. C'est-à-dire que nos maigres 800 millions, moi je dirais même qu'il faut même aller jusqu'à 2 milliards, parce que le Hajj, ce que ça représente pour certains, Dieu se le sait. C'est des familles qui se cotisent souvent pour faire partie. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Oui, mais donc la subvention, pour moi, elle est la bienvenue. Mais parce que ce n'est pas le moment. Parce que, non, j'arrive. Vous savez, ce que nous vivons découle d'un malaise spirituel. Et quand vous avez avec vous des gens qui sont en bonne connexion avec le soi supérieur, c'est forcément des gens meilleurs et il y a des effets immédiats autour de l'environnement de ces personnes. Moi, je trouve que le Hajj c'est une grande école pour ce monde-là de l'islam. Et si je devais même suggérer, je dirais d'en faire un peu plus. Ok. Alors, Monsieur Yogo, est-ce que vous dites aussi d'en faire un peu plus? Bon, pas de faire un peu plus. Je suis d'accord pour le principe de subvention parce que, comme il a dit, d'autant regarde déjà l'argent sorti parce que nous sommes en crise. Non, moi je ne pense pas que ce n'est pas parce que nous sommes en crise que l'État doit cesser de fonctionner. C'est ça. Non. Il ne faudrait pas qu'on montre au visage du monde que nous sommes incapables parce que nous sommes dans une situation sécuritaire difficile. Non. Il faudrait que la question des subventions, ça ne date pas également d'aujourd'hui. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Les gens en parlent maintenant parce que vu... non, mais au fait, moi, je ne partage pas cette opinion parce que je me dis que, bien vrai, j'ai écouté d'autres leaders religieux qui ont mentionné que le Hajj n'était pas obligatoire. Voilà, c'est ceux qui ont les moyens qui le font. Mais ce que moi je retiens est que l'État est dans son rôle. Puisque non seulement, pourquoi l'État, c'est l'État qui organise. Parce qu'il fut un temps où l'État s'était désengagé. Mais nous avons connu toutes ces difficultés autour du Hajj. Et c'est après l'État s'est en tout cas investi. Alors, de ce point de vue, je pense que, quel qu'en soit, si une communauté religieuse arrivait à l'organiser, l'État allait faire la même chose. Ce n'est pas qu'il y ait une discrimination. L'État est dans son rôle de pouvoir apporter du soutien à ceux qui en ont besoin. Donc moi, je ne trouve pas ça un problème. D'accord, monsieur oui, je vais dire qu'effectivement, il faut atténuer. C'est la responsabilité sociale. Nous sommes dans un système de social-démocratie. C'est-à-dire que tous les groupes assez représentatifs, quand ils ont des problèmes, l'État intervient pour lubrifier. Et je vais rappeler, en 2013, le ministère en charge de l'éducation voulait encadrer les foyers coraniques. Et j'ai eu la chance d'être de la délégation ministérielle qui allait rencontrer la communauté musulmane.
quand le ministre a fini son intervention, mais les musulmans ont dit que ça c'est une première. Que parce que pour eux, le gouvernement là c'est l'affaire des chrétiens. Que eux, on les avait abandonnés. D'où retirer cette subvention, c'est encore accentuer la frustration. C'est encore dire que le monde musulman est exclu des affaires publiques, que le gouvernement ne s'en préoccupe pas, et c'est créer des clivages sans précédent. Je crois que c'est mieux qu'on ne remue pas le couteau dans la plaie, qui est déjà béante. Si on peut faire encore quelque chose dans l'inclusion, pour que les musulmans sachent qu'eux aussi ils sont des Burkinabés, que leur Dieu aussi apporte quelque chose au Burkina Faso. Et je vais finir par dire, quand vous voyez les banques arabes, quand vous voyez les Émirats, les pays du Moyen-Orient investir au Burkina, est-ce que 800 millions, ça représente quoi? Une broutille. Qu'est-ce que la banque, le MENA par exemple vient de signer un nouveau projet. C'est plus de 12 milliards que la Banque islamique de développement va apporter. Donc, si dans ça on dit que nous on s'en fout du âge, mais eux aussi ils vont garder leur argent. Hein. Merci. D'accord. Alors, oui. Je pense que il faudrait que chacun ait raison garder, parce que il faudrait pas à chaque fois tomber dans la critique facile. Voilà, il faut que nous convergeons ensemble. Il ne faudrait pas que la question de réconciliation, qu'on pense que voilà, c'est entre deux clans. Non, ça contribue. Même tous ces aspects contribuent. Il ne faudrait pas qu'à tout moment, quand l'État pose une action, on se met à critiquer. Non, mais leur rôle, c'est quoi? Ils sont des décideurs. Mais ils le font pourquoi? C'est pour des Burkinabés. Ils ne l'ont pas fait pour des... voilà. Ils l'ont fait pour des Burkinabés. Et cette communauté-là, c'est des gens qui participent au développement du pays. C'est des gens qui contribuent en termes d'impôts ou des taxes. Mais si l'État est reconnaissant envers eux, moi je pense que c'est la moindre des choses. Voilà, c'est comme une population qui est en détresse et qui appelle l'État au secours. Voilà, l'État est obligé de le faire, c'est son rôle. Et l'aspect social fait partie de... Pourquoi nous avons un ministère en charge de l'action sociale? Voilà, aujourd'hui nous avons un ministère même qui s'occupe des affaires religieuses. Voilà, s'ils ont besoin, ils en ont besoin. Voilà, il y a des gens qui... Et le problème, pourquoi souvent, nous avons vu des cas ici où des gens ont payé. Par exemple, des gens ont eu à payer. Par exemple, pour le HAD 2020, et que avec le nombre, d'autres n'ont pas pu aller, et que l'année qui suivait, il y a une augmentation au niveau des frais. On fait comment? Ces méchants ont déjà payé leur argent. Donc l'État vient... OK. Tant qu'on est en train de s'épuiser. Alors, merci à vous pour vos différentes lectures de ce sujet. Il faut rappeler que le premier vol est prévu pour le 21 juin prochain. Nous passons à présent au troisième sujet qui concerne la nomination de l'ancien président nigérien Issoufou Mahamat comme médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso. Alors, dès l'annonce, il y a des acteurs politiques et ceux aussi de la société civile qui ont trouvé que c'est un bon choix. L'homme, il est un démocrate, un ami qui connaît très bien le Burkina Faso et que voilà, c'est un bon choix de la CEDEAO. Alors, Monsieur Yogo, est-ce que vous avez aussi vu sa nomination sous cet angle? Moi, je pense que le plus important, c'est le travail qu'il va abattre. Le plus important, c'est comment arriver à réconcilier les uns et les autres. Et je pense que quelqu'un de sa trame doit savoir. Bien vrai, bon, les gens là, disent qu'il y a une proximité avec le parti déchu, le MPP, qui était au pouvoir avec le président Roch à son temps. Bon, je pense que c'est vrai, il y a cette proximité, on ne peut pas le nier. Voilà, mais je me dis que c'est le travail qui va abattre là. Moi, je pense que c'est ça le plus important. Et il est conscient, et s'il veut réellement, et en tout cas réussir sa mission,
c'est d'enlever sa casquette de politicien, sa casquette d'homme, bon, d'ami du Burkina, c'est vrai, mais il faudrait qu'il passe sur une base de réconciliation réelle. Et c'est là que les gens vont l'écouter. D'accord. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous pensez que Issoufou Mahama va réussir sa mission en tant que médiateur? Oui, bon, il peut bénéficier du doute. Hein. Et nous lui souhaitons même vraiment une très belle chance de rassembler, de fédérer les énergies. Et surtout qu'il n'est plus président. Il a certainement appris que la roue tourne et qu'il doit avoir un détachement suffisant pour voir les différentes positions de façon intuitive. Pas je veux dire, quand je dis intuitive, c'est dire une vue globale. Sinon, s'il revient avec l'esprit partisan, ce qu'il avait quand il était chef d'État, ça ne va pas aller. Mais je crois qu'il connaît le piège. Et il représente une institution, il n'est pas venu de lui-même. C'est une institution qui l'envoie, qui le mandate, et il va venir avec une lettre de mission claire. Bien claire. Il ne va pas travailler pour lui-même. Et c'est tout ce que nous lui souhaitons, vraiment bonne chance. Et je crois que ce choix-là, en tout cas, ça va, parce que c'est assez responsable. On se rappelle du choix aussi de Macky Sall en 2015 qui finalement a été décrié par la population. Les choses ne sont pas dans la comparaison, n'est pas raison. En ce temps, Macky Sall était venu trouver déjà que l'ambiance était déjà délétère. C'était pratiquement, la rue avait déjà pris de l'avance. Cette fois-ci, le président, l'ancien président nigérien, trouve une situation où, pour le moment en tout cas, le droit et le gouvernement bénéficie déjà d'une certaine légitimité. Même s'il y a quand même certaines tensions. Oui, mais justement, c'est des réglages. Hein, c'est des réglages. Et comme on le dit là, et certainement qu'on va même inviter certains acteurs, des pêcheurs en eau trouble, de savoir raison garder. Il y a des gens qui veulent polier, sinon il n'y a rien. Tout le monde savait que si ce n'était pas le 24, ça allait être un autre jour. Ah, d'accord. C'était prévisible. Non, le président était fatigué. C'est l'homme qui cherche à dire qu'on libère l'Europe là. Ce sont les ennemis de l'Europe comme ça. Ah bon. Ce sont les ennemis de l'Europe. Même si l'Europe, il se porte bien. Ok, d'accord. On va rester dans notre sujet. Alors, monsieur Yoro, est-ce que quelle forme de médiation vous voyez déjà avec Mahama Idriss, Issoufou Mahama? Bon, voilà. Je pense que... Avec qui devait-il composer? Non, c'est la force vive. C'est de pouvoir discuter avec tout le monde. Voilà. Moi, je pense que si vous voyez la CEDEAO s'intéresser à ces questions, c'est justement peut-être... généralement, c'est sur la question de la durée de la transition. Voilà, moi je pense que c'est le point le plus vraiment attendu. Voilà. Mais toujours est-il que, bon, lui aussi il doit essayer de comprendre la situation et évaluer. Parce que chez lui aussi, il connaît, il a été président, il connaît ce qui se passait dans son pays. Et en fonction de ça, quand même, qu'il puisse discuter de manière franche et de manière sincère avec les couches sociaux. Les couches sociales du moins pour qu'ensemble ils puissent trouver un terrain d'entente. Et je pense que le Burkinabé est vraiment mature et pour l'intérêt de son pays, je pense que chacun mettra un peu d'eau dans son vin pour que nous puissions sortir de cette situation et de pouvoir réellement, en tout cas, éradiquer la question sécuritaire. Voilà. Merci, M. Ouedraogo. En 30 secondes, votre dernier mot, parce que nous sommes en train de clore l'émission. Pour mon dernier mot, c'est vraiment encore soutenir nos FDS qui font du bon boulot sur le terrain. Et réellement, ils ont une certaine ascendance, une certaine assurance, et vivement que cela continue. D'accord. Monsieur Hugo?
c'est le même vœu que, en tout cas, nos FDS puissent toujours avoir le courage d'affronter l'ennemi et que le peuple vraiment soutienne les FDS. Parce que la question des FDS n'est pas une question politique. Voilà, les politiciens vont toujours défiler, mais notre armée demain. Et donc, moi, je pense que nous devrons tous nous unir pour qu'ensemble, nous puissions venir au bout du tour. D'accord. Alors, c'est sur ces mots que prenne fin aujourd'hui votre revue de presse. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci aussi à mes invités qui ne ménagent aucun effort pour répondre toujours présents à notre appel. Alors, quant à vos fidèles téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine.